Une production de la boîte de prod.ca. La radio est au centre de notre quotidien depuis des décennies. Elle nous accompagne, nous divertit, elle nous fait rire. À travers le temps, la radio a évolué. Elle s'est modernisée et elle a contribué à forger des milliers d'anecdotes. Alex Harvey et Gabriel Jasmin, deux jeunes animateurs passionnés de radio, vous ouvrent grandes les portes de ces histoires inédites, improbables. Stand by. Off the record, les secrets de la radio. Bienvenue officiellement à ce deuxième épisode de Off the Record. 2/3. Hey, on va se gosser tout le long. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'épisode 0, puis comme ça, on va avoir deuxième épisode de Off the Record. C'est comme le patient zéro d'une maladie, de la COVID. On espère ne pas être le patient zéro de quoi que ce soit dans la vie. Une chose est sûre, deuxième podcast. Ouais. Et on a la chance de passer le deuxième toujours avec Seb Trudel. On vous rappelle, animateur de radio à Énergie Montréal et sur tout le réseau avec sa rentre au poste, mais également auteur du livre À micro fermé. Et là, on plonge dans les grosses anecdotes. Les anecdotes de sexe, de drogue et de rock'n'roll, de l'histoire de la radio. Et s'il y a bien un expert, outre les gens qui les ont vécus, pour nous en parler, c'est celui qui a rencontré les gens qui les ont vécus, ces anecdotes. Eh ben écoute, il a parlé avec Michel W. Duguay, avec entre autres Mario Lirette. Avec Guy Aubry. Guy Aubry. Tu sais, la voix est ferme. Le capitaine Boogie Woogie, un autre de ses excellents surnoms. Écoute, il a rencontré tout ce qui était de sommité radio des années 80. Tu sais, il nous parle des balbutiements là, dans son livre à micro fermé, de la radio FM, de l'humour à la radio, tout ça. Puis il nous le raconte là, dans la balado. Puis il y a même des histoires là-dedans qu'il a jamais écrit. C'est exclusif, comme ils disent. Ouais, fait que attachez votre maillot comme du monde, on plonge dans la balado. Deuxième partie avec Sébastien Trudel. Voici ce qu'il avait à nous raconter sur les histoires folles de la radio. Bonne écoute. Alex et Gab vous font entrer dans les coulisses de la radio au Québec. Off the Record, les secrets de la radio. On va réellement traiter de son livre à micro fermé et des folles histoires, des folles aventures qui existent en radio depuis le début de la bande FM des années 80. Puis Sébastien, on en jasait là dans la balado précédente. Toi, t'es plongé dedans puis t'as croisé beaucoup de ces personnalités-là. Oui, en fait, moi, quand je suis rentré, c'était en l'an 2000 à CKMF à l'époque. C'était encore CKMF, fait que c'était même pas Énergie. Fait qu'il y avait encore beaucoup de gens dont je parle dans le livre qui travaillaient là. Mais en même temps, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans le AM, qui était beaucoup plus sérieux, puis des journalistes. Ouais. Mais l'étage au-dessus, c'était quand même CKMF. Fait que, tu sais, moi, souvent, j'avais des histoires que mon père me racontait, puis j'étais comme, ça a l'air flyé l'étage au-dessus. Puis, à travers aussi des années de jaser avec du monde, j'avais des gens, je pensais que c'était des légendes urbaines au départ, puis à un moment donné, quand on a commencé à tout me confirmer, mais en fait, mon premier gros indice, si j'aurais peut-être dû le prendre là, c'est que ma première visite de CKMF, on monte les studios, puis on monte l'ancien studio. Bon, t'as la vieille console, t'as encore des bobines à l'époque, tout ça. Ça, c'était donc le studio des années 80. Puis là, il y a quelqu'un légendaire studio, là. Oui, puis il y a quelqu'un qui me montre en dessous de la console un dispositif où il sort un miroir. C'est sur un ressort, là, c'est vraiment organisé pour pouvoir être sorti comme ça. Et moi, je suis très jeune, là, j'ai 17-18 ans. Moi, je comprends pas. Je fais comme, c'est pour que les gens se maquillent. Je suis comme, j'ai eu peur à rire. Naïf. Est-ce qu'il aurait pu faire du sens? Ben oui, ben ouais, mais il était pas dans le bon angle, le miroir. Il était à plat et non pas. Fait que, mais tu sais, j'ai pas. Puis à un moment donné, écoute, je repense à ça, puis 2-3 semaines après, je fais comme, OK, là, je pense que je viens de comprendre c'est pourquoi, mais bon, là, je voulais pas le dire. Puis, mais on s'entend que ça se poudrait le nez énormément, là, de ce qu'on comprend. Ben, c'était même pour vrai, c'est pas une blague, c'était encouragé. C'était encouragé. Ouais. Ben, tout à fait. Dans les années 80, les directeurs des programmes avaient un budget pour acheter de la cocaïne. Pas vrai? Ben, tout à fait. C'est dans le budget parce que on parle de début 80. Où là, les gens ne savent pas pour vrai que c'est nocif. J'ai plein de monde à qui j'ai parlé. Pour eux autres, là, ça allait être légalisé l'année d'après. C'était même pas une drogue, c'était une substance qui faisait performer. C'était comme du café, dans le fond, oui, Red Bull. C'était littéralement du café, là, fait que, mais qui, pour eux autres, supposément fonctionnait mieux. Mais évidemment, à l'époque, c'était peut-être pas la même chose. Ben, c'était clairement pas la même qualité que ce qui se passe aujourd'hui dans les rues, là, mais puis bon. Mais bref. Fait que, fait que souvent, un animateur arrivait, puis, c'était comme, hey, tu sais, j'en disais,
t'es parti pour un gros show de 3 heures, OK? V'là ta drogue. V'là ton sachet. Et donc, c'était le même. On a vu des lettres autant, tu sais, la fameuse lettre de Bob the Bard, si je ne m'abuse, de c'est quoi, là, où est-ce qu'il y avait comme la gang arrêté de fumer quand il y a des clients. Est-ce que CKMF, c'était la même affaire dans les années 80 où est-ce qu'on se cachait un peu de ça ou c'était vraiment désinhibé, tout le monde était OK, salut les clients, ça va bien? À ce que j'ai compris, puis la note interne de c'est quoi, c'était même pas arrêter de fumer du pot, c'était arrêter de fumer quand il y a des clients, puis idéalement pas avant 5 heures, mais c'est une note officielle. Puis c'était vraiment, s'il vous plaît, on est vraiment désolé de vous demander ça, c'est incroyable que tu dis ça, c'est vrai. Fait que, à ce qu'on me dit, à ce que j'ai compris, non, c'était quand même aussi élevé à c'est quoi, c'était peut-être cette partie-là était peut-être plus cachée. À CKMF, c'était quelque chose parce que c'était, tu sais, l'animateur pouvait rentrer en ondes puis dire il est temps, puis là, c'est Guy Aubry qui me l'a compté, fait que c'est genre, il est temps que le docteur passe. Fait que quelqu'un disait, non, le docteur arrivait à la station en dedans de 5-10 minutes. Ah oui. Monsieur le docteur arrivait avec son sachet puis ses médicaments. Oui, c'est sachet, je te dirais, oui. Puis écoute, les histoires, c'est complètement fou. C'était le grand nature, là. Oui, ben tu sais, t'avais habituellement pour ces gens-là avaient des metteurs en ondes à l'époque. Donc, t'as le metteur en ondes qui a son animateur dans le studio, qui se fait des lignes, puis souvent il y avait de l'accompagnement, disons. Il y avait des gens qui étaient, puis tu sais, je sais plus je pense que c'est dans le livre. Je sais pas s'ils l'ont rendu moins pire, mais c'était en dessous de la table, il y avait de l'action, puis. Olé, ça se passait là. Puis même que c'était des défis d'arriver poteau sur une tourne ou au même moment que. Oui. OK. Fait que ce ne sont pas que des légendes. Ceci est véridique. Oh mon Dieu, parce que c'est toutes des affaires qu'on a entendu dire d'un gars qui travaillait dans les années 80 dans une station qu'on a travaillé, qu'on était comme ça se peut pas, cette histoire-là. Non. Mais on se dit ça parce que nous autres, c'est ça, on n'a pas vécu ça, mais c'était comme la normalité. Tu sais, je veux dire, ou de rentrer, puis évidemment, il y avait de l'alcool aussi, là, tu sais, c'était pas juste, puis un Mario Lirette a été, aucune gêne dans mon livre, il m'a tout compté, c'était vraiment, il pouvait décider, à un moment donné, en fait, il raconte il se réveille un matin, il se souvient plus de rien, puis il se rend compte qu'il est pas chez eux, fait il se rend compte qu'il est dans une chambre de motel, il fait, OK, il est tout seul, et là, il ouvre la porte, et là, il demande, et là, il voit des palmiers, il fait, où est-ce que je suis? Il était rendu à Tampa Bay. Il était parti à Tampa Bay sur une balloune, puis il est en ongle dans 15 minutes. Puis il a pas perdu sa job. Il a pas perdu sa job. Non, écoute, mais il était trop bon. Il était numéro 1, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Mario Lirette pour qu'il se réveille à Tampa Bay? Il a commencé à boire, puis après ça, à un moment donné, il s'en souvient pas. Il s'est réveillé à Tampa Bay. Il est allé prendre un avion par hasard, puis il est à Tampa Bay. Sac mon camp d'ici. Ciao, bye. Oui. Il a quand même eu complètement paf la présence d'esprit de prendre son passeport, d'aller à l'aéroport, de prendre l'avion, de se trouver une chambre de motel. Il a tout fait ça et sans aucun souvenir. Il y a son cœur là-dedans, là. C'est pas justement, c'est quelque part dans le livre que Mario Lirette raconte une shot un après-midi. Oui. Il décide de caler une parade sur René Lévesque. Là, je sais pas, t'as peut-être plus de détails là, évidemment que moi. C'est toi qui l'écris, toujours. Mais moi, c'est mon histoire préférée du livre. Fait que, écoute, quand il m'a conté ça, j'en revenais pas. C'est ça. Fait qu'il dit ça, évidemment, sur les ondes. Puis là, il y avait un Jeep à l'époque convertible. Puis il pose un micro rapidement pour qu'il puisse faire sa parade. Puis, tu sais, la radio, à ce moment-là, écoute, Mario Lirette dit ça. Je fais beau, il sort dehors, il y a 500 personnes au coin de la rue. C'est la même chose que pour le Moonfest, rendu là. Sauf que là, lui, c'est comme, tu sais, moi, je suis en Londres, suivez-moi, on marche. Mais là, on est dans les années 80 et instantanément, là, il y a du monde sur le trottoir, ça. On se met à y pitcher des sachets de toutes les drogues que tu peux imaginer. Tout. Là, il me dit le cocaïne, mescaline, des mescalines, je sais même pas ce que c'est, moi, mais je pense que c'est une drogue d'antan. Tu sais, il dit pas tout ça. Fait qu'il dit, moi, je reçois ça. Merci. Je commence à mettre ça dans le coffre à gants. C'est bon, mais il dit, à un moment donné, il dit, le coffre à gants ferme plus. Il dit, j'ai de quoi fournir de la coke pour les, tu sais, j'en ai pour générations à venir. C'était donc lui le docteur. Oui, peut-être. Fait qu'écoute, là, le coffre à gants ferme plus, puis là, il y a des chars de police parce que, tu sais, forcément, il y a 500 personnes. Fait que là, il est entouré de chars de police en même temps, puis il fait comme,
Mais là, je suis fait, là, c'est sûr que je me fais arrêter, puis je suis dans le trouble, là, je vais me faire arrêter, puis ils vont dire que je vais faire du trafic. Finalement, les policiers, à l'époque, très cool, je sais pas s'ils ont rien vu, il sait pas lui non plus, lui, il présume qu'ils se sont rendus compte de ce qui se passait, puis qu'ils ont juste ignoré la situation, mais écoute, c'est le genre d'histoire que tu peux vraiment pas inventer, là, tu sais, je veux dire, puis ça, évidemment, c'est inimaginable aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme normal, là, tu sais. C'est ça, il était vraiment considéré comme des stars partout où il allait, puis dans les bars où il allait, parce que ça veillait, puis ça animait la radio dans la journée, des fois bien le matin, puis ça devait pas dormir ben ce monde-là, parce que ça annonçait dans les bars, là. Ah non, écoute, non, il dormait pas du tout, puis surtout qu'il faisait souvent 3 bars par soir, parce qu'il venait se présenter là. Salut, c'est telle personne, soit Mario ou un autre. Bienvenue au bar. Puis il l'avait plugué en ondes, le bar était plein. Il prenait souvent l'hélicoptère pour aller d'un bar à l'autre. Puis là, ça pouvait être du 1500 à 2000 piastres cash dans tes poches par soir. Mon Dieu. Oui. Puis mais il y en a beaucoup aussi qui demandaient d'être payés en drogue à ce moment-là. Ce qui a causé aussi, à un moment donné, ça a commencé à causer des problèmes. C'est sûr que tu peux pas avoir un rythme de vie comme ça, puis le maintenir. Puis continuer, non. Je pense à Alain Monpetit, entre autres. Là, lui, ça a plus que mal viré. Là. Lui, c'est le pire, c'est le pire de la gang. Là, mais peut-être juste récapituler les faits pour les gens qui seront peut-être pas au courant. Alain Monpetit, d'abord, faut préciser que c'était Monsieur Radio-Télévision. C'était vraiment la popularité incroyable au Québec et surtout vient d'une famille extrêmement connue. Il y a une station de métro qui s'appelle Édouard Montpetit, c'était son grand-père. C'est une famille de. Je savais pas qu'il y avait un lien entre eux non plus. Oui, c'est un juge. C'est vraiment une famille. Fait que lui, c'était vraiment le mouton noir de s'être dirigé là-dedans, dans les médias. Puis c'est un gars qui avait déjà semble-t-il des troubles, mais avec un talent incroyable, pouvait animer en français, en anglais, de la même façon. Mario Lérette m'a raconté à un moment donné, ils ont passé la nuit à faire de la coke, puis à boire. Puis il fallait que Alain Monpetit anime un téléthon le lendemain. Pas le lendemain, dans les heures qui ont suivi. Puis il dit, je l'ai suivi par appui moral, là, parce qu'il dit, il dit, du moment qu'il est rentré en ondes, c'était impeccable. Personne n'aurait pu se douter de ce qui était arrivé dans les heures avant. Personne, il a fait ça. Puis il dit, quand le téléthon c'est fini, il s'était effondré. Ah, ben ça doit. Ouais, ben c'est sûr, ton corps lâche à un moment donné. Ben oui. Puis dans le cas d'Alain Monpetit, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 82, il était pas au top de ses problèmes. En tout cas, il y a vraiment un gros problème de consommation. Et il était à New York et sa maîtresse, qui était une mannequin connue, qui s'appelait Marie-Josée Saint-Antoine, il y a un documentaire sur Craig d'ailleurs, qui est très bon, a été tuée. Sur le coup, Alain Monpetit avait un alibi, là, puis avec une autre de ses maîtresses là-bas. Puis finalement, elle a menti. Fait que c'est selon toute vraisemblance, on peut dire à 100% que c'est lui qui l'a tué. Là. Fait que c'est sorti à l'époque par Coco Douglas, qui était le chroniqueur à Potin, qui est un anglophone qui travaillait ensemble. Ils travaillaient ensemble, il est sorti en ondes, c'est Alain Monpetit qui l'a tué. Alain Monpetit, écoute, imagine la belle ambiance dans la station quand ça arrive. Oui, là. Il l'a poursuivi, puis là, ça s'est réglé en cours, semble-t-il, mais il avait raison, en fait, c'est ça. Puis en 87, donc 5 ans après, Alain Monpetit est décédé d'une overdose dans une chambre d'hôtel de Washington. Alors, je sais pas, il avait même pas 40 ans, je pense. Puis, écoute, ça, tu vois, j'en parle pas dans le livre, mais c'est en parlant avec Paul Arcand, en entrevue avec Paul Arcand, il m'a raconté les derniers mois d'Alain Monpetit. Alain Monpetit, ouais. Où le gars rentrait à la station, puis tout le monde, il était vert, il avait perdu du poids, il était méconnaissable, il était clairement rongé par quelque chose qui était certainement de la culpabilité. Ouais. Fait que c'est ça. C'est l'histoire, ça, c'est vraiment une histoire triste, mais surtout pour, évidemment, la famille de la victime, là. Alain Monpetit, ça, c'est juste que ce qui est triste, c'est qu'il a gâché une carrière qui aurait pu être, vraiment encore plus incroyable. Ben oui, tout à fait. Tu sais, on parle d'Alain Monpetit. Oui, vas-y, continue. Mais j'allais juste dire, il est vraiment pas le seul à avoir aussi mal viré, peut-être, mais tu sais, il y en a eu beaucoup, là, à un moment donné, là, ça les a rattrapés. Ouais, on parlait de tout ce beau monde-là des années 80. C'était intimement lié avec un bar à Montréal qui s'appelait le Limelight. Les deux étaient ensemble. Y a-tu des anecdotes que t'as entendu parler? Parce que ce bar-là était plus grand que nature, avec des DJ incroyables, des vedettes qui passaient là tout le temps.
Et des ballons au ciel, entre autres, dont on a entendu parler. Oui. Ben écoute, moi, je suis assez vieux, malheureusement, pour être sorti une fois au Limelight avant que ça... Oui! Il dit malheureusement. Ben non, c'est parce que mais écoute, c'était je pense que c'était un party de cégep, quelque chose comme ça, mais c'était encore, c'était moins légendaire qu'à l'époque, mais c'était quand même quelque chose d'avoir réussi à avoir le Limelight qui est devenu après ça la Boom à Montréal. Mais bref, puis c'est un club qui se trouve au-dessus de chez Paris, où en fait, ça a fermé maintenant parce que l'édifice est trop vieux. Oui, fait que c'était comme un peu tu sais, à l'époque, là, tu sais, chez Paris, c'était comme la grosse affaire, là, tu sais, fait que c'était vraiment un endroit de débauche total, en fait. C'est pas compliqué, là. Puis t'avais des vedettes internationales qui allaient là, tu sais, qui, effectivement, qui se déplaçaient. Du Studio 54 de New York. C'est exactement ça. Ouais. Puis, à ce qu'on me raconte, tu sais, c'était aussi hot, là. Tu sais, si tu rentrais au Limelight, c'était aussi hot que rentrer. Il y a du monde de New York qui venait pour aller au Limelight, puis il y a du monde et vice-versa. Tu sais, c'était vraiment les deux, les deux plus gros clubs. Puis en termes de gens qui attiraient, là, vedettes, DJ, tout ça, tu sais, les Village People est allé faire un 10 minutes là-bas, mais tu sais, faire venir Village People à l'époque. Ils ont fait 3e puis ils sont repartis. C'est exactement ça. Puis bye-bye. Puis en faisant du lip-sync, clairement, c'était vraiment tout le prestige de cette place-là. Et puis, évidemment, les animateurs se tenaient là. Ils animaient là-bas, puis c'est sûr qu'il était, écoute, c'est le bar qui payait vraiment la totale, là. Ouais. Et dans tous les sens, là, tu peux avoir ce que tu voulais, disons. Mais là, écoute, on parle de ça, là, les animateurs qui présentaient dans les bars, tout ça, combien ils pouvaient se faire? Tu sais, un animateur radio des années 80, combien ça gagnait? Ça a l'air annuel, mettons. Là, tu disais d'un bar 2000 de la shot, là, ça devait aller à millions, là, c'est quoi? C'est peut-être pas à coup de millions, puis je sais que dans les années 80, là, puis là, je me souviens plus si c'est Mario Lirette, mais tu sais, ça pouvait être dans le 500 000, là. C'était à ce point-là. Oui, c'est pour l'argent, ce que ça valait à l'époque, tu sais, aujourd'hui. Oui, en plus. Oui, puis c'est comme l'équivalent de 4 millions aujourd'hui, là, tu sais, en dollars. Exact. Fait que, tu sais, puis on regarde ça, puis nous autres, on regarde nos salaires aujourd'hui, on fait comme mais bonsoir. on est peut-être pas nés mon pain gadois, là, 2 pour 1. On est peut-être pas nés à la bonne époque, mais en même temps, nous, on aura, tu sais, parce que on va avoir une bonne santé au moins. Mais vraiment, puis honnêtement. Je pense que je le dis dans le livre, c'est, tu sais, au début, je me disais vraiment, je suis pas né à la bonne époque, mais en regardant tout ça, j'ai fait, tu sais, c'est le fun de se le faire raconter, puis ça a dû être le fun à vivre pendant une couple d'années, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais. La ballonne a pété, puis il y a eu beaucoup. Tu sais, il y a eu, et là, je peux pas le nommer, je pense que je l'ai enlevé, mais tu sais, il y a un animateur de C'est quoi qui s'est enlevé la vie, parce que, tu sais, il était... M'ennuie, ça a commencé par la cocaïne. Là, c'était l'héroïne en studio. Puis là, c'était... Je pense que l'anecdote est dans le livre. C'est Michel W. qui raconte... Oui, c'est vrai. Sur l'aspirateur, là. Hier, j'ai envoyé une photo à Alex, justement, de cette anecdote-là. Là. C'est tragique comme histoire. C'est extra tragique, là. Oui, puis il y en a un autre, tu vois, qui est pas dans le livre, parce que ça, on m'en a parlé après. Ça, tu vois, j'ai vérifié auprès de certaines personnes, puis personne ne peut me le confirmer. Puis je me suis dit, OK, ça, j'ai entendu ça, puis c'est une légende urbaine, mais... Il y a un gars, un animateur qui travaillait à CKMF fin des années 80, qui a des problèmes de drogue, forcément, et qui a volé l'émetteur de la station pour se partir d'une station pirate un soir. Ben non! Quoi? Ben voyons donc! Puis lui, il pensait que il allait pas avoir de répercussions, rien, là. Semble-t-il. Et puis étrangement, le pire, c'est que je pense qu'il a fait ça, puis après ça, il a été congédié, puis après ça, il a été engagé par C'est quoi, où il a fait encore plus de troubles. Mais c'était... Wow! Mais puis en même temps, là, je sais même pas je connais pas les niveaux techniques, je sais pas ce qu'il a fait pour faire ça, parce que je présume qu'il faut que tu te rendes à l'antenne, là. C'est radioactif, finalement. C'est Mont-Royal, c'est ça, là. C'est ça. Des tout croches. Je sais pas s'il a pas tenté de quoi là-bas, parce que c'est un gars très créatif, visiblement, mais il se diffusait sur une fréquence complètement gelée, puis c'est comme ça qu'ils ont trouvé, ben, évidemment, qu'ils ont su que c'était lui. Puis ça, on me l'a confirmé après que j'ai fini mon livre, et j'ai fait comme, OK, c'est une histoire assez... rocambolesque. Inusitée, rocambolesque, c'est quelque chose, là. Y a-t-il des gens dans ces années 80-là qui ont perdu leur job de manière spectaculaire à cause de des affaires funky comme ça? Il y avait beaucoup de drogue, beaucoup d'affaires. Y a-t-il une fois que ça a pas passé, mettons, tu parlais d'action en studio sous la table, par exemple? Y a-t-il des fois que ça... Moi, on m'en a raconté aucune. C'est ça qui est assez fabuleux. On m'a dit, tu sais,
On m'a dit que tout le monde le faisait, puis c'était tout à fait normal. Puis plus qu'une personne, souvent là, en dessous de la table, ou c'était... Et hommes et femmes et tout ce beau monde-là ensemble. Là. Tout se mélangeait. En fait, ce qui a freiné tout ça, c'est pas les boss qui ont fait arrêter ou quoi que ce soit, c'est l'arrivée des premiers cas de sida où c'était... Okay. Oui, au début... mais le party est fini, gang. Le sida est c'est vraiment, ça a vraiment été ça. Ça a été vraiment le party. Parce qu'une partie du party, la partie drogue n'a pas été finie là, mais la partie sexe, parce qu'au départ, on pensait que c'était... ça, c'est Guy Aubry. Tout le monde était persuadé que c'était une forme de cancer qui s'attaquait juste aux homosexuels. Ils ont su très vite que c'était pas ça du tout. Non, parce qu'ils ont eu des cas de leurs amis qui ont été séropositifs. Ça a été... Il était pour quelque chose. Oui, écoute, ça a pas aidé. À l'époque, c'est ça, c'était pas... il y avait pas de condom, il y avait rien. Fait que... écoute, il y a une, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je sais que ils ont Guy Aubry particulièrement a pris ça a quand je dirais c'est parce qu'il pouvait plus faire certaines choses, mais tu sais, ils ont mis des c'était parmi les premiers à mettre des campagnes publicitaires pour le condom pis tout ça. Ah ouais, oui, pour dire aux gens, tu sais, c'est renseignez-vous correctement, tu sais, c'est en fait faites vos recherches, là, c'est une expression populaire. Ah oui, mais à l'époque, oui. Parce qu'à l'époque, tu voyais à la TV que ça suppose, tu sais, c'était vraiment des cas chez la communauté gay. Puis il y a les hétéros pensaient qu'ils étaient à l'abri de ça, puis non, pas pantoute. Puis c'est resté là, à travers les années, on entend souvent ça encore là, aujourd'hui, là, tu sais. Alors que pourtant, c'est pas totalement fondé, là. Non, puis il y aura toujours des gens mal renseignés aussi. Fait que, oui. Ça date pas d'hier. Fait que c'est ça. Fait que donc, ça a arrêté ce bout-là du party, ça leur a fait peur beaucoup, là. Il y en a une couple qui, sans dire qu'ils se sont casés, ils ont slacké là-dessus, là. Ouais, mais après ça, est-ce que ça en est suivi une accalmie? Je veux dire, ça a toujours demeuré un milieu déjanté où on faisait encore toutes sortes de choses. Puis, est-ce que ça a vraiment ralenti la consommation en général et tout ce qui a suivi? Pas tellement, parce que vraiment, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était dans les années 90 avancé, là, que là, à un moment donné, ça a vraiment arrêté. Puis là, les animateurs tout le monde est devenu, écoute, parce que moi, je me souviens même dans mes débuts, à la fois à Énergie puis à C'est quoi, il y avait des frigidaires d'alcool, là. À Énergie, il était pas en studio, mais il était en bas, puis tu avais des bouteilles de vin, puis des bouteilles de bière, puis on arrivait là, nous autres, puis heureusement, on animait le soir, mais tu sais, à C'est quoi, c'était... Je faisais le show du samedi matin, puis on arrivait là, on fait s'ouvrir une bière, puis Normand Bratoit, c'est ce que François Pérusse me le compte dans le livre, rendu à 8h, il restait plus de bière dans le studio, fait que François, il traversait la rue à Verdun pour aller chercher d'autres bières pour qu'il puisse finir jusqu'à 9h. Dans le dépanneur du coin. Dans le dépanneur du coin, puis à 9h, souvent, pendant les premières années de Pérusse, Bratois, il disait, là, tu me suis, on s'en va boire. Puis Pérusse, il l'a suivi 2-3 ans, puis après ça, il a dit, là, je suis plus capable, là, j'arrive pas, faut que je revienne chez nous, je fasse des 2 minutes du peuple, là. Tu vas réveiller, pour faire ça, tu sais. Oui, mais c'est ça. Fait que, ça a été, fait que là, on parle de Bratois, c'est 91, 92, même chose pour Pérusse. Fait que, tu sais, ça a continué longtemps. Puis même que je te dirais que l'alcool, je peux pas te parler pour la drogue, là, à ce niveau-là. Ils ont été plus discrets, là, mais tu sais, ça semble assez évident que c'était pas... Bon, bref. Il n'était pas à jeun, personne, là. C'est ça, c'est ce qu'on en comprend, finalement. Au 211, Gordon, là, tu sais, t'as eu la chance de travailler dans ce building mythique-là. On a entendu une tonne d'affaires qui s'est passé, justement, des gens qui rentrent en moto à partir de la porte de garage, que ça sentait le gaz. Y a-tu des choses que t'as entendues qui sont invraisemblables dans ce building-là? Tout ce que tu as entendu, d'après moi, n'est pas invraisemblable. Ben, c'est sûr que c'est arrivé. Écoute, c'est un building, d'abord, c'est ça, qui avait un historique incroyable depuis les années 30. D'ailleurs, j'ai aidé c'est moi qui a débuté la démolition du studio. Oui, c'est vrai, avec la scie circulaire. Oui. Mais écoute, il y a des histoires qui sont plus ou moins racontables. Ça, j'ai toujours d'en enlever, mais il y avait un show qui s'appelait Les Vendredis Soirs Sexy. J'ai été obligé d'enlever ce bout-là de mon livre. Fait que je peux vous en parler. Vas-y, d'ailleurs, Luc Cochon, notre président, était à l'époque agent de promotionnel. Fait qu'il il a été mêlé à tout ça. Ça a été animé par 2 porn stars. Là. Au début, c'était Sherry Lips. Aussi une certaine Tangerine Dream. Ah bon. En tout cas, ils ont les noms qui vont avec la profession. Oui. Il y avait tout le kit. Et c'était un show de radio où c'est le vendredi soir à 21h.
J'écoute, j'ai jamais entendu quelque chose du genre. C'était, OK, là, je vais essayer un nouveau vibrateur, puis elle se mettait en studio. Oui. Un peu comme Howard Stern a déjà fait, là, c'est ça. Plus intense. Ouais, ben non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que genre, ça allait jusqu'à du monde. OK, vous voulez venir, j'allais utiliser un terme, faire l'amour ou baiser en studio, disons. Ben, OK, il y avait un line-up devant la porte, puis ça faisait rentrer des couples qui baisaient dans le studio. My God! Oui, puis Luc, à l'époque, Luc m'a raconté des histoires où il fallait que il aille chez du monde avec... à l'époque, c'était même pas un micro, c'était son téléphone cellulaire. Puis là, OK, ben tel couple, ils vont faire ça à 3. Puis là, il faut que Luc, il est mic avec son téléphone. Fait qu'il faut qu'il tienne son téléphone au-dessus du couple. Luc a vécu, là, mais complètement l'enfer. Oui. Puis, tu sais, honnêtement, je peux dire ça poliment, tu sais, ça peut avoir l'air peut-être excitant pour du monde, mais c'est pas nécessairement du monde excitant. C'est pas nécessairement le fun. Ben, on a l'image. Généralement, ça vient avec une odeur. Hein? Ouais, c'est ça. Puis écoute, Normand Brathwaite, qui écoutait pas beaucoup la station, je pense, ou tu sais, il faisait son chiffre, puis après ça, il faisait tout mon enfant, il avait pas le temps. Ben, il est rentré un lundi matin, et il a trouvé des poils sur sa table, sur la table du studio. Et là, il a sacré son camp dans son char, puis il a dit, je ne fais pas mon show tant que c'est pas tout désinfecté. Fait que là, t'as eu les patrons qui ont paniqué parce qu'il faut que tu trouves une compagnie à 6 heures le matin qui va venir désinfecter. Quelqu'un qui va venir. Fait qu'il n'y a pas été en nombre avant, je pense, 8 heures. En disant no fucking way. Là, c'est dégueulasse. Puis, c'est comme de fait. Écoute, je pense que la semaine suivante, je sais pas si l'émission était retirée, mais l'émission était fortement modifiée. Il n'y avait plus rien qui se passait en studio. Tout comme Normand un matin, même chose. Il rentre et il arrive face à face avec le plus gros rat qu'il a vu de sa vie. Là. Un rat là, énorme. Là. Mais il y en avait. Moi, j'en ai jamais vu au 211 Gordon, mais tout le monde en a vu. Mais je pourrais vous compter pour des fourmis qui se transportaient en troupeau de fourmis, si ça se dit. Mais bref, il a vu le plus gros rat. Et là, quand il a vu le rat, encore une fois, il est retourné dans son champ. Il a dit, moi, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui un exterminateur ici, je fais pas le show, il a peur de ces affaires-là. En plus, finalement, il aurait dû mettre un micro dans le micro en normand, dans le champ en normand. Ouais, dans l'auto en normand. Il aurait donc dû. C'est ça. Hey, il existe un documentaire sur le 211 Gordon, là, justement, là, l'édifice de c'est quoi, là, FMR, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là. Il est disponible, je pense, en 2 ou 3 parties. Sur Internet, on réussit là, par la bande à trouver des extraits de ça. Je pense que c'est Fred Rioux qui avait fait ça. Là. C'est tout à fait fascinant comme documentaire à écouter, absolument. Puis tu me parles d'émissions complètement déjantées. Y a-tu d'autres concepts d'émissions en ondes que tu t'es fait parler pour le livre ou autrement, qui ont déjà existé, qui ont une courte vie parce que c'était trop flyé? En fait, c'est plus une mauvaise idée que d'autres choses, mais à un moment donné, je sais plus quelle station avait décidé de, c'est quand même, je sais pas, avait décidé de diffuser les feux d'artifice de Manson & Judd avec des descripteurs à la radio. Ça n'a pas duré longtemps. Il est bleu, il est rouge. Oh, c'est rond. Oui, mais c'est ça, c'est rond, ça revole. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Ça, c'était parce que dans le fond, les débuts du FM, il y avait la musique qui jouait là. C'était dans le cas de CKMF, c'était de la musique d'ascenseur qui jouait là. C'était des versions. C'était carrément ça. Puis t'avais des animateurs qui rentraient là, ben mollo, faire une cote aux demi-heures, faire merci de relaxer avec nous, dans le genre. Puis puis à C'est quoi, c'était de la musique franco. Dans le temps du I-97, là. Oui. Puis là, leur slogan, c'était depuis que les grenouilles ont des ailes, ils volent plus haut que les oiseaux. C'est vraiment spécial. La personne qui a trouvé le slogan si la personne était à jeun, je tomberais en bas de ma chaise. Le mémo est arrivé après, hein, le fameux mémo de C'est quoi? Oui, sûr. Évidemment. Sûr. En tout cas, peut-être que ça aurait été d'actualité même à ce moment-là. Mais c'est ça, plus tard. Mais chose certaine, c'est ça, là, tu parles du début du FM, musique d'ascenseur. C'est à quel moment, à partir de quand c'est devenu la norme d'écouter le FM, puis c'était devenu tendance? J'ai pas identifié le bon gars dans le livre. Je pense que j'ai dit que c'était Alain Monpetit qui avait fait ça, mais c'est mon Dieu, son nom va m'échapper. Michel Jasmin qui avait des entrevues par la suite à la télévision. Qui travaillait à CKMF. Et là, il avait commencé à jouer un peu de musique, un peu de style différent, mais ça pognait pas, personne n'écoutait ça. Et à un moment donné, personne, très peu. Il s'est trompé de côté de vinyle. Et il a mis une toune disco. C'est trompé de face. Puis il a mis une toune disco.
Et là, les lignes se sont mises à sonner. C'est quoi ce style de musique-là? Et là, il est allé voir ses boss. Il a fait, il y a de quoi qui se passe. Ça marche. Et là, eux autres, ils ont commencé à en jouer plus. Jusqu'à temps, ils sont devenus la Disco Music Station. Et là, ça a explosé. C'est ça. C'est devenu un succès et un phénomène incroyable. C'est pour ça, le lien avec les bars, le lien avec tout ça. Oui. C'était des discothèques aussi dans le temps, là. Faut le dire. Fait que, tu sais, la popularité, c'était pas juste un courant musical, c'était une mode au grand complet, puis quasiment un style de vie, là. Oui, puis là, tu vois, du côté de c'est quoi son nom, c'est Guy Aubry qui était directeur des programmes. Michel W. Duguay a été rencontré parce que là, il voulait eux autres aussi modifier leur image et tout ça. Et quand c'est Michel W. Duguay qui a eu le mandat un peu d'arriver en nombre puis d'annoncer que là c'était c'est quoi puis c'était ci puis là ils ont enlevé beaucoup de ce qu'ils jouaient de Franco. Et ils ont coupé les ailes aux grenouilles, c'est ça qui est arrivé. C'est ça. Exactement. Puis ils ont mis du disco puis tout ça et là eux autres la réaction a été un peu inverse, ils ont eu des menaces de mort. Ce qui fait que là il fallait qu'ils sortent par l'arrière de la station, il fallait qu'il y ait des policiers. À cause de la musique là, c'est quelque chose. Moi c'était comme parce que t'avais ils étaient clairement pas nombreux mais t'avais quelques fidèles qui tripaient vraiment sur le fait que ce soit la musique d'ascenseur. Non, eux autres, c'était vraiment Franco. C'était Franco. Oui. Charles Séguin, compagnie, là. Oui, fait que, tu sais, puis ils n'ont pas enlevé Franco complètement, c'est juste qu'ils ont introduit ce nouveau style-là, mais comme eux autres aussi, ça a levé en fou. Moins que CKMF, quand même, parce qu'ils avaient été les premiers, mais ça a levé. Puis, c'est quoi, c'est plus, en fait, c'est quoi, ça, c'est démarqué vraiment quand ils ont commencé à amener de l'humour. Puis parce que ça a été vraiment ça a été parmi vraiment les premiers RBO en fait début 80, mais ça a pris du temps avant que il y ait autre chose de ce genre-là. Puis là vraiment début 90 quand ils ont rentré des Trop de bonheur puis des shows comme ça, les Midi Fous puis tout ça. Là c'est là qu'ils ont franchi le million d'auditeurs puis ça a été ça a été Mais c'est quand même dans le fond le sujet. Vas-y, Gab. Oh, excuse, Alex. Ben ouais, tu viens d'effleurer le sujet de l'humour à la radio. Là, t'en consacres un chapitre entier dans ton livre, Micro fermé, d'ailleurs, là, sur les débuts. Puis ils ont un peu le même parcours que vous autres. En fait, vous avez un peu le même parcours qu'eux, c'est-à-dire RBO. C'est-à-dire qu'eux ont commencé du communautaire pour faire le saut dans les ligues majeures et la grosse radio de Montréal. Exactement, oui, c'est ça. Et puis, ça a été un succès instantané. Eux autres, les gens n'avaient jamais entendu ce type d'humour-là à la radio commerciale. Fait que, instantanément, c'est devenu un énorme succès. Puis ils sont devenus extrêmement populaires, ce qui fait qu'ils ont fait... en fait, c'est ça, je me suis trompé de date. 81, ça, c'était radio communautaire. Ils sont rentrés à C'est quoi en 85. Fait que, pas parce qu'ils non, puis ils ont fait juste un an parce que c'était un succès fulgurant. Puis là, la télé TQS qui n'existait pas encore, qui n'était pas devenu V, qui n'était pas devenu nouveau, bien sûr, ouvrait. Puis ils les ont approchés pour un show avec de la musique. C'était le même concept qu'un show de radio. Ils présentaient des vidéoclips au début RBO à TV. Ah ouais? Comme ils présentaient des tunes aussi à la radio. Puis ouais, fait que c'est ça. Ce premier move-là, ça a ouvert d'autres portes. Il y a eu la jungle à Québec. La jungle, c'est le zoo au début. Le zoo, oui, avec Alain Dumas, Gilles Parrain et compagnie, là. Oui, Michel Morin, tout ça, avec qui j'ai travaillé. Ça a été une révolution aussi. Là. Ça a été fou. Parce que c'était encore là, là, ils ont emmené ça dans le show du matin. RBO ont jamais fait le show du matin 5 jours par semaine. Là, c'était le show du matin. Puis là, on va rire de tout le monde. Puis les gens, je sais qu'ils ont un sondage record à Québec de, je pense que c'est 585 000 auditeurs pour le FM 93 à l'époque. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est ça, tout le monde écoutait ça, c'est pas compliqué. Puis à un moment donné, bien évidemment, les autres stations ont voulu suivre. Fait que l'équipe du Zoo a reçu une grosse offre à l'époque de Chic qui est devenue Énergie pour pour transférer le show. Que ça devienne la jungle. Et puis, écoute, le reste fait partie de l'histoire, comme on dit. Mais eux, ils ont eu le démêlé, je pense, avec la justice quand ils ont flippé de station, justement. Ils pouvaient plus utiliser aucun personnage pendant un bout, là. Ça a été absolument horrible. Les autres qui ont vécu, en fait, oui, ils ont perdu des droits sur tous leurs personnages qui étaient vraiment importants, forcément. Et là, la station, le FM 93, à l'époque, a engagé d'autres humoristes pour faire leurs personnages. Mon Dieu, ils ont volé le show. Oui, puis je peux te dire que je veux pas les nommer, c'est du monde connu, puis ils commençaient, c'est pas de leur faute, là. Eux autres se sont fait dire, vous faites ça, puis ils l'ont fait.
c'est du monde qui sont devenus très connus sur scène par la suite. Là, en plus. Oui. Puis eux autres, ils ont été obligés, c'est ça. Ils changeaient le nom du show. Au début, pas refaire aucun personnage. Là, ils se sont battus puis ils ont finalement gagné le droit de récupérer ça. Mais écoute, mais ça, j'ai pas les dates, mais je sais que ça n'a pas été rapide ni facile. Là, tu sais. On parle d'RBO, Seb Trudel. Là, on entend toutes sortes d'histoires. À savoir d'où c'est que ça vient les lettres dans leur nom. Oui. Est-ce que toi, tu as la réponse à savoir pourquoi c'est Guy A. Lepage? Pourquoi c'est Richard Z. Sirois? Ça part d'où, ça? Écoute, c'est vraiment Guy A. Lepage. C'est le seul qui a son vrai nom dans le, c'est vrai? dans le groupe. Oui, puis ça part, écoute, d'une réunion. En fait, Guy A. était avec Richard Z. dans un appart de Richard qui était un demi-sous-sol à l'époque. Puis il voulait souvent faire un projet de radio pas CISM, mais CIBL. Puis là... Radio communautaire de Montréal. Oui, c'est ça, exactement, oui. Puis c'est un show sur l'histoire du rock. Donc, c'était vraiment tout ce qui est histoire du rock, puis tout ça. Et il avait décidé, on va appeler ça le rock de A à Z. Et comme Richard, t'as pas de lettre dans ton prénom, moi, je suis Guy Lepage, tu vas être Richard Z. Sirois. C'est pas vrai. Ouais. Puis là, ils ont... écoute, quelques jours avant la première émission, Guy Lepage se rend chez Richard et dit « J'ai repensé à ça, c'est pas assez accrocheur comme nom. C'est pas bon, on va appeler ça Rock et Belles Oreilles. » Et la réaction de Richard a été de dire « Ben voyons donc, c'est le pire nom que j'ai entendu de ma vie, ça marchera jamais cette affaire-là. » Finalement, finalement, c'est ça. Ouais, et voilà. Fait que c'est pour ça. Et là, tous les autres, évidemment, qui se sont joints ont rajouté des lettres dans leur nom. Ben oui, j'étais sûr que c'était pour se moquer un peu de Michel W. Duguay, moi. J'étais certain que c'était... en fin de compte, excuse-moi, j'ai oublié ce passage-là. C'était totalement pour se moquer de Michel W. Duguay. Ah bon? Okay. Mais Guy Lepage, ça s'appelait déjà Guy Lepage. Ça a l'air que c'était... Je sais pas si c'était plus Guy Lepage à l'époque, mais son vrai nom, en tout cas, sa vraie initiale, je sais que c'est le A. Okay. Mais effectivement, oui. Guy avait entendu Michel W. Duguay. J'ai oublié ce bout-là. Puis Richard Z aussi l'écoutait. Puis c'était pour rire. Parce que lui se nommait à l'époque juste W. W, exactement, oui. Puis il m'a révélé des choses super intimes dans le livre, mais il n'a jamais voulu me dire pourquoi W. Ah non! J'étais sûr que t'allais nous révéler ça, moi. Oh my God. Franchement, voyons, c'est... Non. C'est choquant. C'est choquant. Oui. Il vient de me conter des histoires horribles où il était à moitié sous au volant, mais je veux pas, mais écoute, je vais respecter son... C'est ça, mais juste une lettre. On a parlé beaucoup de Guy Aubry, mais parlons-en de Michel W. Duguay du côté de C'est quoi, sans dire que c'était un équivalent, c'était la grosse voix, le muffler de C'est quoi, là. Ben, c'est Guy Aubry qui l'a engagé, d'ailleurs. Fait que c'est ça. Oui, tout à fait. Il l'entendait en ondes, il est allé chercher, puis c'était vraiment pour changer le son. C'était vraiment parce que, comme je vous disais, c'est des animateurs qui étaient là pour aussi faire partie de l'ambiance que tu remarquais pas, là, ou à peu près. Fait que lui, il voulait vraiment avoir un gars qui sonne... qui va détonner. Oui, en fait, vraiment, c'est ça le bon terme. Qui va complètement détonner, là, puis forcément, au départ, les gens, ils faisaient, voyons, pourquoi il crie ou il parle fort de même, puis ils étaient pas habitués à ça, puis ça a inspiré tellement de monde par la suite, puis ça a créé comme une espèce de mode et surtout, les gens associent énormément la radio à la grosse voix. Le muffler. Oui, le muffler, exactement. Fait que ça a été comme le premier. Puis tu sais, je veux dire, il se force pas vraiment lui pour. C'est sa vraie voix, puis c'est sa façon de parler, puis ben oui. Mais c'est ça. C'est un personnage, ce gars-là aussi. Fait que lui, il est devenu extrêmement connu là, à ce moment-là. C'était la star de C'est quoi pendant que tu avais des justement à l'époque Alain Monpetit puis Mario Lirette qui était du côté de éventuellement Ricky Lee du côté de C'est quand même. Et là, tout ce beau monde-là, c'était des amis dans la vie, mais je pense qu'on leur empêchait de se communiquer, hein, aussi. Il y avait comme une espèce de rivalité. C'est KMF, c'est quoi, là? Oui, c'était vraiment... puis moi, je l'ai vécu, ça, quand même quand j'ai commencé. Ça jouait tellement dur, là. C'était vraiment... Les animateurs se parlent pas en dehors des ondes. Vous les côtoyez pas. S'il y a un lancement, vous leur parlez pas. Puis il se faisait dire ça à l'époque, évidemment, aussi. Écoute, puis moi, je connais 2 patrons de certaines stations radio qui, durant la nuit, se sont déguisés, cagoulés, pour aller crever les pneus des mobiles. Oh my God! Voitures professionnelles. Oh oui. Oui. Ça, souvent, c'est ça. Il y a une guerre, surtout au niveau de l'image, de la représentation de telle ou telle station dans un même marché, là, sur un gros événement. Mais là, il y a des histoires, justement, de mobiles qui vont se garer à des places, puis ils peuvent pas. Moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai fait des stages à Trois-Rivières, puis c'était ça, là. Il y a une guerre. Ça se jouait solide.
OK, ben c'est ça. Ben écoute, c'était la même chose. C'était de faire remorquer le mobile de l'autre station. Faire Oh le my pire God, cochon. Le faire remorquer. Ah, Tu oui. restes la note, c'est les autres qui a fait. Oui. C'est quand même Oui. chiant. C'est quoi, mettons, le pire que t'as entendu si t'en as un à portée de main comme ça, là? Ah, je veux dire, Le pire moment de compétition, là, mal fait. c'est la guerre entre Denis Fortin et Ricky Lee, là, ça, ça a pris des proportions. Ils se sont réconciliés maintenant, tant mieux, puis ça fait une couple d'années qu'ils se parlent parce que. Mais parle-nous-en, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était la guerre à ce point-là? Écoute, Denis Fortin est arrivé en nombre pour faire le 6-6, puis ça a été comme une surprise générale pour tout le monde, y compris son patron André Saint-Amand. Il a tellement eu un haut score au premier sondage que même son boss a fait « il y a de quoi qui marche pas ». Mais c'est pour vrai, puis ça peut être insultant un peu, là, tu fais comme mais il commençait, puis écoute, ils ont vérifié, puis c'était comme un phénomène, là, c'est un phénomène instantané, genre oui. Et Ricky D, ben, il avait la colère compétitive. Et lui, ben, il a souffert de ça, forcément, parce que l'auditoire a comme a bougé. Un peu, là. Ouais. Fait que là, ça s'est lancé dans des concours d'insultes. Mais je pense que Ricky peut-être un peu commencé. Il a envoyé des fax d'insultes à Denis Fortin. Des fax, ça fait longtemps. Genre. Wow! Ah ouais, genre, va chier mon sale. Va chier Puis là, Denis répondait, puis là, c'était pendant son show, puis là ça s'est transporté en ondes de gens. Où je pense que Ricky a appelé, là, je vais pas me tromper, ouais, Ricky a appelé la blonde de Denis Fortin pour lui dire quelque chose sur lui. Écoute, là, c'était là, personnel. Ils ont enregistré des extraits de Denis Fortin pour refaire du montage. À l'époque, c'était sur Bobine, fait qu'il fallait être créatif. Pour dire, moi, tous les soirs, j'écoute Ricky D, parce qu'il avait dit que Ricky D était un trou de cul en ondes. Fait que ça donnait. Fait que là, t'avais des promos qui roulaient. Tous les soirs, j'écoute Ricky D. Ah, wow! C'est bon, pour vrai. Fait que c'était. Les boss ont-tu à intervenir à un moment donné parce que ça allait trop loin ou ils ont laissé... Les boss encourageaient ça, encourageaient ça. Tu sais, ça s'est rendu... Je sais que ça s'est rendu presque au niveau légal, là, puis il faudrait que je le relise un peu, mais à un moment donné, écoute, Denis, t'es plus capable, là, parce que à un moment donné, tu dis à tes auditeurs d'harceler le gars, ça devenait fou, là. Ça t'est rendu dans leur vie intime et tout ça. Fait que non, les patrons, écoute, non, c'était fou, là. Moi, tu sais, même quand je suis rentré, la compétition, c'était comme tu leur parles pas, puis tu peux pas les aimer, là. Tu peux pas aimer quelqu'un qui non. Fait que et pourtant, ces gens-là, quand ils se faisaient éclairer ou ils changeaient d'emploi, c'était pour aller chez le compétiteur. C'est ça. T'avais des liens avec tout le monde, là. Exactement, c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment plus comme ça maintenant, puis c'est tant mieux. L'aspect de guerre entre les stations, moi, je veux dire, tu sais, il est intéressant au sens que c'était divertissant à suivre parce que c'était comme prendre une page de pub pour annoncer de quoi dans le journal. Puis là, c'était le lendemain, il va falloir qu'on réussisse à accoter un stunt ou à ci ou à ça. Fait que, avoir 1 centimètre de plus de visibilité, tu sais. Exact. Fait que c'était ce côté-là était cool, tu sais, parce que c'était. Les patrons étaient. Mais tu sais, moi, j'ai eu un patron qui. Et puis j'ai été témoin de ça. Il y a deux gars dans son bureau qui pensent des genres de comment je dirais ça? En tout cas, il y a 2 gars qui fouillent son bureau, puis ils ont des appareils électroniques dans les mains, puis ils fouillaient parce que le patron était persuadé qu'il y avait des micros de l'autre station. Ah, pour vrai? Mon Dieu, il pensait qu'il était espionné. Hey! Il était convaincu. Faut le faire pareil, là. Mais ils ont-tu trouvé de quoi? Ils ont rien trouvé, finalement. Non, puis écoute, il revenait à chaque mois à fouiller s'il y avait des micros. Il y en a, j'ai jamais eu de micro, mais c'était la paranoïaque un peu, c'est ça? Eh ben, quand même. C'était ça. Mais l'autre pire que j'ai vu, par exemple, ça servirait contre la personne qui l'a fait, mais Normand Brathwaite, il a animé durant un week-end à CKMF. Un week-end. Et de son propre aveu, il en parle, puis j'ai déjà entendu des extraits. C'était affreux. Atroce. C'était atroce, mais genre, tu sais, c'était... écoute, tu vas entendre n'importe qui, un démo communautaire de quelqu'un qui n'a jamais fait de radio, ça va être... C'était donc, puis, mais il était tout seul. Normalement, je vois du tam-tam, ça a l'air dans... C'est ça, tout le week-end, belle et bonne. J'ai vu tout le week-end. Quoi que ça aurait été meilleur, je pense, mais... Oh my God. Mais parlant du show tout croche un peu, là, t'as dû en entendre des histoires de shows qui ont floppé, là. Je pense qu'il y a un show du matin, entre autres à Énergie, qui a peut-être duré même pas une saison, là. Oui, tout à fait. Ça a duré 3 mois. Même 2 mois, peut-être. Je sais pas. Écoute, c'est parce qu'à un moment donné, j'aime beaucoup Stéphane Laporte. C'est vraiment pas par rapport à lui. C'est un gars vraiment tellement intelligent. Mais c'est un gars de concept. Fait que lui, écoute, chaque minute du show, c'est comme un concept différent. Fait que t'avais pas de place
à rien improviser. Fait que t'avais à peu près 30 personnes sur ce show-là, puis à chaque minute, c'est quelqu'un de différent. Fait que c'était impossible de t'attacher à quelqu'un ou au show ou à une équipe. Et tu sais, la magie aussi derrière le média de la radio, c'est ça aussi, c'est de l'improvisation. C'est ça. Oui, exactement. Vraiment, vraiment. Puis ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. Je pense qu'ils l'avaient compris peut-être avant. Ils essayaient vraiment quelque chose. Ils pensaient que ça n'a pas duré longtemps, mais il y en a eu plein parce que, tu sais, il y a eu souvent où à un moment donné, quand il y a eu la mode de mettre humoriste ou vedette aussi ou ça, ils mettaient du monde ensemble puis ils faisaient on va faire une équipe avec ça, mais bonne chance pour la complicité. T'as une chance sur peut-être pas, là. Non, c'est ça, t'as une chance sur 5 que ça marche dans ce temps-là. Puis particulièrement si t'as personne de radio à la base qui est là-dedans pour essayer de gérer ça, là, ça a été le bordel souvent. J'en ai vu des équipes passer rapidement, disons, puis la chicane pogne le premier jour ou des trucs comme ça. Puis là, tu sais, heureusement, là, la tendance est quand même moins vers... ça dépend évidemment où et quand, là. Mais tu sais, ils font moins ça, là. Tu sais, ils vont essayer de boire... d'avoir des gens, tu sais, comme qui... En fait, il va y avoir des auditions, il va avoir avec ça. T'sais, moi, avec Marie-Claude et Max, ce qui est arrivé, tu sais, je connaissais Max, mais vaguement, mais très vaguement, là. Puis Marie-Claude, c'était ma voisine qu'on s'était jamais parlé, à un moment donné, dans le temps. Ben, ma voisine d'en face, tu sais, fait que je la voyais, puis c'est drôle. Oui. Puis tu vois, concours de circonstances où à un moment donné, il avait mis justement une animatrice qui était, disons, une personnalité qui avait jamais fait de radio avec moi, puis moi, je venais juste de revenir à Énergie, puis je remplaçais. Là, je la nomme pas, puis je pourrais même dire, c'était Annie Dufresne. Fait que, bon, ils me mettent avec elle n'a jamais fait de radio, puis elle comprend pas comment ça marche. Puis là, on a 2 semaines de remplacement, puis ça va vraiment pas, là. Moi, c'est bon. Ça m'était jamais arrivé. On peut pas aller plus loin, là, tu sais. Non, mais c'est quelqu'un qui comprenait pas juste la mécanique. Les rouages. Il faut avoir un commentaire sportif, puis en plein milieu du commentaire sportif, elle peut continuer l'anecdote de vie, ça marche bon. Ça marche pas, puis ça arrive. Fait que là, mon patron s'en rend compte, il me dit, écoute, puis je faisais je pense, je remplaçais dans le matin le retour, fait que j'avais besoin de... Je peux pas expliquer la radio ou essayer d'expliquer comment ça marche. T'avais pas le temps de quelque part. Puis là, mon boss, il me dit, qu'est-ce que tu penses de Marie-Claude Savard? Je dis, je l'aime beaucoup. Ça a déjà été ma voisine, mais on s'est jamais parlé. Je dis, essayons-le. Fait qu'on a essayé, moi et Marie-Claude, comme une extrémiste vraiment ensemble. Ça a vraiment cliqué tout de suite. Puis après ça, on a fait comme 3 jours. Puis après ça, ils nous ont mis avec Max. Puis au premier show, on a fait tout. Il y a quelqu'un on a de quoi, là? Il y a une chimie, là? Oui, puis souvent, c'est ça, c'est que c'est des individus tellement différents qu'à un moment donné, ça s'assemble, ça crée un beau résultat final. Mais c'est un peu spécial parce que là, tu m'amènes là-dessus, justement, sur ce terrain-là où vous êtes réunis les 3 ensemble. Au départ, à ma souvenance, c'était quoi, l'été 2017-2018 dans ces eaux-là? Vous étiez l'équipe B. Vous remplaciez l'équipe c'est ça. originale. Oui, tout à fait. Vraiment. Oui, puis comme je te dis, ils nous ont mis ensemble. Il n'y avait pas d'espoir de rien. Là. C'était vraiment, OK, on a une équipe d'été, puis ça va être l'équipe d'été, puis on va advienne que pourra. Puis finalement, écoute, on a eu... Ça, c'est sûr, c'est toujours malheureux quand tu veux jamais être dans cette situation-là où tu remplaces quelqu'un. Non. Mais en même temps, tout le monde se retrouve là-dedans, dans ce milieu-là, où on t'offre un travail, puis forcément, tu vas remplacer quelqu'un. Ce qui est weird, c'est que c'est moi qui avais trouvé le nom, ça rentre au poste avant de faire le show, parce que j'étais déjà à Énergie, j'avais fait un autre été avant le remplacement. OK. Les soirées. Ouais, c'est ça. Puis dans le brainstorm, on veut trouver un autre show pour le drive. Moi, j'ai dit, il me semble que ça rentre au poste, ça fit. Ça veut tout dire. Ça rentrerait bien au poste, mettant. Oui, c'est ça. Puis là, ils ont retenu le nom, mais moi, c'est pas moi qui faisais le show. Fait que finalement, oui, c'est ça. Écoute, on a remplacé un été, après ça, durant les vacances de Noël. Ouais. Puis là, écoute, ils nous ont proposé le show, fait que c'est ça. On était. Puis parce qu'on a eu des très bons chiffres l'été. Il n'y avait jamais vu des chiffres comme ça. C'était comme un peu. Puis nous-mêmes, on était les premiers surpris là. C'était pas. Il n'y avait rien de prévu là-dedans. Mais les gens sont bien écoutés puis à suivre. Puis tellement que notre dernière journée de remplacement d'été, écoute, on a reçu tellement de textos de gens qui étaient tristes, là, qui étaient comme, mais là, quand est-ce qu'on va pas vous entendre? Que là, on s'est dit, OK, on passe un podcast, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Fait que finalement, non, c'est ça, ça a donné que les boss ont constaté ça, ouais. Ouais, parce que d'être parti avec des shows, tu sais, qui étaient moins avec la pression d'être toute l'année, tout ça, ça a fait en sorte que ça forgeait un show qui était plus naturel puis qui a fait en sorte que vous avez surperformé.
Écoute, j'aimerais ça avoir l'explication, je ne l'ai vraiment pas. Parce Ça a que, juste cliqué, puis... oui, puis tu sais, on l'a comme senti qu'à un moment donné, on était tellement tous différents, on a tellement tous des vies et des personnalités différentes que chacun apportait comme quelque chose d'autre, tu sais, je veux dire, fait que on pouvait toujours penser sur un truc, puis je me souviens qu'au premier show, on voulait vraiment se préparer nos interventions parce que l'équipe d'avant, il y avait un scripteur, puis l'intervention était plus planifiée, alors que nous, on s'est rendu compte que la meilleure façon, c'est évidemment qu'on choisit nos sujets mais jamais je vais savoir ce que Max va raconter comme anecdote ou Marie. Pour conserver le naturel. La surprise. Ouais, puis tu sais, des fois, ça peut... En fait, souvent, tu sais, moi, je leur dis pas ce que je vais faire comme quiz. Ça peut déraper, puis si on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose de super mauvais, on le dit. Fait que c'est comme un peu cette espèce de comment je dirais ça? C'est ce qu'on m'a souvent dit de pas faire à la radio, justement. Il y a un problème technique, mettons. Parle-en pas s'il y a un problème technique. Ben, les auditeurs l'entendent, le problème technique. Fait que pourquoi est-ce qu'on le dirait pas? Je veux dire, rendu là, tu sais, à un moment donné, il n'y a plus une toune qui part dans le show, fait qu'on ça fait comme 15 minutes qu'on t'en puis à un moment donné, ben, t'as quelqu'un qui texte, ça veut dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. On dit, oui, il y a plus. L'ordinateur est planté, puis on a bien du fun à faire. Non, les auditeurs sont pas fous non plus, là. Exact. Non. Non, puis on parlait justement d'équipes, Sébastien, là, qui se connaissent pas, des gens qui s'assemblent puis qui donnent un bon produit final. Est-ce que tu as déjà entendu entre les branches, parmi les gens qui se sont confiés à toi, des histoires d'équipes, de duos, de trios, peu importe, et que ça marchait comme vraiment pas, mais qui ont persisté quand même, là, tu sais, dans le temps? Perduré, ça a marché, ouais. Oui, mais ça jamais. Est-ce que c'est des secrets? Ah ouais, c'est ça. On est trop dans le secret, là. Ben non, vous n'êtes pas trop dans le secret, mais tu sais, il y a à un moment donné, tu peux être à la radio avec, mettons, une équipe depuis longtemps, puis tu sais, la merde peut pogner entre deux individus, mais tu sais, t'as un show qui fonctionne. Fait que, oui, il y a du monde qui se parlait juste en ondes, tu sais, qui se parlait pas dehors des ondes. Ça doit être spécial comme dynamique, là. Moi, c'est pour ça qu'écoute, à un moment donné, quand on a commencé avec Max et Marie, tu sais, Max, il a un caractère bouillant, puis là, depuis que son chien, tout ça, Max, tu sais, on a eu deux grosses chicanes entre Max et Marie-Claude à un moment donné, puis c'est des amis de longue date, fait que c'est comme... Ben oui. C'est des chicanes de couple, c'est fini 5 minutes après, mais sur le coup, en studio, moi, ça m'est arrivé qu'à un moment donné... Tu sens pas très bien, là. Écoute, en fait, non seulement ça, c'est que Max était sorti, puis il voulait pas revenir en ondes parce que je me souviens plus. Puis là, Marie-Claude était fâchée contre Max, c'était qu'elle sort du studio, puis je la vois partir vers le stationnement. Moi, je suis tout seul. Oh my God, tu continues le show. Oh my God. Non, puis là, c'est comme gérer 2 enfants, là, tu sais, t'es comme, mais là... à ce moment-là, je me dis, ça pourra pas être dans le même tout le temps, mais bon. Puis là, les patrons rentrent en disant, écoute, on va mettre de la musique. Je dis, non, il y a des auditeurs en ligne, moi, je continue, on met pas de musique. Là, c'était à eux autres à se placer. Là, je m'excuse, mais moi, je continue. Fait que j'ai continué. À un moment donné, Max, il sent mal, il voit que je suis seul par la fin, fait qu'il rentre en studio. Fait genre, Max, c'est le retour, bonne nouvelle, je le dis en ordre. Puis là, j'ai dit, Max, est-ce que tu veux expliquer aux gens ce qui vient d'arriver? Il dit, là, je suis pas sûr que... Là, je vois Marie-Claude revenir. Là, Marie-Claude rentre, fait que là, je dis, moi, la meilleure façon d'éliminer, de désamorcer, j'ai dit, là, je vais aller raconter en ondes ce qui vient d'arriver à tout le monde. Go! Fait que là, Max, il dit, c'est parfait. Fait que je les ai fort. Puis écoute, les fois que c'est arrivé dans des équipes où le monde se chicanait, moi, ça a toujours été ma technique, là. C'est faut crever l'abcès tout de suite, là. Tu laisses pas 24 heures passer. Non, parce que en ondes. Ça accumule, là. Puis en ondes, c'est ça. En ondes, parce que après ça, tu les forces à aller se faire un câlin, ben, puis maintenant, parce que, bon, il y a des plexiglas de la COVID, mais tu les forces à... Exactement. Fait que, non, mais de toute façon, c'est pas arrivé depuis, c'est arrivé, comme j'ai dit, c'est arrivé 2 fois, puis les 2 fois, j'ai pété j'ai crevé l'abcès comme ça, puis c'est ça qu'il faut faire. Au fond, l'auditeur est un membre autour de la table aussi, tu sais. Il doit savoir ce qui s'est passé, puis c'est un membre de la famille, un membre de l'équipe. Fait que, mon Dieu, c'est une super stratégie. Ça arrive un jour. C'est vraiment hot. Flipper ça, oui, puis tu leur donnes pas le choix, même s'ils veulent pas, parce que moi, dans mon cas, ils voulaient pas raconter les deux qui avaient. Mais non, mais les autres, puis c'est ça, puis les gens qui écoutent la radio, surtout qui s'attachent à une émission, ils vont. C'est comme s'ils connaissent personnellement, ils connaissent tout. Fait ils vont bien s'en rendre compte si quelqu'un bat dans le studio, là, sincèrement, ils vont dire pourquoi est-ce que telle personne ne parle pas? Ça devient des membres de la famille. Là, fait que c'est vraiment ça. Puis c'est ce qu'on a réussi à créer avec Ça rentre au poste, là, vraiment. Que les gens, si moi je rentre en onde, puis
j'ai un rhume, mais je vais avoir 12 textos de monde qui vont me dire tu viens de t'apporter de quoi à la station, t'es-tu correct? C'est à ce Il y a un point-là. attachement, là, ouais. Ben, on le sent, puis nous autres, c'est notre 3e année, fait que c'est toujours l'année par expérience où c'est vraiment la 3e année que tu as installé ton show, tu sais, je veux dire, ça peut prendre jusqu'à... Fait que là, c'est fait, puis tu sais, ce qui va pas dire qu'on fait pas tout le temps des changements, des modifications, mais la base est là, puis la base est solide, puis les gens sont fidèles. Ben, je pense qu'il est solide sur un méchant temps parce que c'est toujours une partie de plaisir de vous écouter puis de rire dans le véhicule, autant dans nos déplacements, un peu partout. C'est vraiment un show qui est puissant, qui est fort, c'est réactif. On en entend parler partout au Québec, là, tu sais. Souvent, des gens, ouais, c'est ça, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des gens autour de moi, tu sais, qui disent j'ai entendu ça à la radio, puis souvent, c'est tout le temps la radio, c'est vous autres. Tu sais, c'est ça. Alors, bravo. Ouais. Mais c'est bien gentil. Mais moi, c'est ça. Mais puis, depuis le début de ma carrière, à un moment donné, on m'avait dit, il y a un patron qui m'avait dit, deux choses. D'abord, tu sais, comme, essaie tout le temps de créer le talk of the town, genre, quand vous êtes en nombre, de n'importe quelle manière possible, tu sais. Puis aussi, une fois de temps en temps, faut que ce qu'on appelle shake l'antenne de la station. C'est de faire de quoi en ondes que tu sais que tu vas avoir des plaintes, ça plaira pas à tout le monde, mais le fait de shaker l'antenne, ça fait que les gens qui ont pas aimé ça vont en parler autant que les gens qui ont aimé ça. Puis le lendemain, puis écoute, là, on le voit avec les PPM, nous autres, maintenant, c'est comme on les a tous les jours. En temps réel, ouais. En temps réel, c'est ça. Fait que on les a à tous les lendemains. Fait qu'à un moment donné, on va faire un truc qui fait beaucoup jaser. Mettons, on va avoir 16 parts de marché qui est déjà extraordinaire. Mais le lendemain, tu as systématiquement un pic où on va avoir de 20 à 23 à 24 parts de marché. Fait qu'on voit que le monde a eu le temps de se jaser. Ils viennent écouter. Fait que c'est ça qui est fascinant parce qu'avant, on le savait pas, là. Puis parce que le système avec les cahiers, on connaît les limites de ce système-là qui va éventuellement, j'espère, à changer. Je pense qu'ils travaillent. En tout cas, j'entends ça depuis longtemps, là, mais j'espère qu'ils vont changer. Il y a des rumeurs tout le temps, puis finalement, ça reste. Oui, mais c'est dommage, parce que puis même le système des pagettes n'est pas parfait non plus. Tu rentres dans un commerce, puis ça va te capter comme auditeur d'une radio chez le dentiste. Tu l'écoutes pas partout, tu l'entends probablement pas. Mais tu comptes évidemment dans le nombre total d'auditeurs. C'est pour ça que c'est les parts de marché qui sont importantes là-dedans et non pas. Ils n'ont pas le nombre. Maintenant, avec la connexion Internet, il y a beaucoup d'applications pour écouter la radio en ligne. Au moins, ça se mesure. Mais là, en même temps, est-ce qu'il faudrait dire adieu au signal FM pour se concentrer uniquement sur le web? Tu sais, là, encore là, il y a plein de stratégies qui sont divergentes, mais c'est à suivre. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Puis j'en parlais même quand j'ai écrit mon livre, parce qu'on me demandait parle-nous de l'avenir de la radio. C'est comme ça, c'est mon éditrice qui me dit ça. Je pense que je suis pas qualifié là, pour voir l'avenir, mais ce que je sais, c'est que on est loin de plus avoir de radio dans les chars. Les gens aiment encore vraiment le direct, la proximité avec les animateurs, ce que les services de musique ne peuvent pas offrir. Ne peuvent pas offrir ou n'offrent pas parce que t'as pas l'aspect humain, là, vraiment, parfaitement. Disons-le, même si on en fait un en ce moment, un podcast, c'est pas la même affaire non plus. Le direct, la spontanéité, les auditeurs qui appellent, les textos, ça ajoute la magie. C'est justement, je pense que la radio, c'est la magie en général. Mais la beauté d'un podcast, évidemment, c'est qu'avant, les gens n'avaient pas la chance de rattraper un show complet. Fait que là, ils peuvent rattraper à la radio ou écouter ce qu'ils veulent, puis quand ils veulent. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que là, on jase depuis je sais pas combien de temps, puis c'est de ne pas avoir de contraintes de temps. Exactement, ça, c'est l'avantage. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a certains qui disent un va remplacer l'autre, mais je pense pas. Je pense que les deux sont faits pour, j'aime dire que sont complémentaires. Exactement. Oui, tout à fait. Ils peuvent s'apporter autant l'un que l'autre. Et c'est ce qu'on essaie de faire un peu avec cette balado-là aussi, d'apporter les gens vers la radio FM. Puis Seb Trudel, t'étais une personne hautement qualifiée pour le faire. Merci énormément du temps que t'as pris pour nous autres et puis de nous raconter tes histoires folles. Écoute, t'en as tellement vécu puis t'en as tellement partagé aujourd'hui. Là, je pense que je m'en souviendrai pas demain tellement. Merci 120 fois. Merci Gab et Alex. Puis très bonne idée ce podcast que je vais suivre avec attention parce que c'est un sujet, comme vous voyez, qui me passionne. Ben oui, absolument. C'est un peu pour ça qu'on l'a bâti aussi, là, pour les passionnés, les gens qui en mangent. Fait que, merci énormément, puis à la prochaine, peut-être. Merci à vous autres, quand vous voulez. Yes! Salut! Avec Gabriel Jasmin et Alex Hervé, Off the Record, les secrets de la radio. Sur YouTube, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts et Google Podcasts. Vous cherchez à donner une sonorité unique et professionnelle à votre podcast? La boîte de prod est là pour ça. T'as-tu ordonné, tu m'entends?
Des maganés. Off the record, les secrets de la radio. Production d'habillage visuel et sonore. Location de studio. Partage sur les différentes plateformes. Diffusion en direct. Démarquez-vous des autres balados grâce à la boîte de prod. Une production de la boîte de prod.ca.